Et à la première place, le Rassemblement national de Jordan Bardella, crédité de 31,5% des suffrages. Les Français viennent de nous accorder le plus haut score, tous partis confondus, depuis 40 ans. C'est une vraie émotion de voir cette belle force populaire se lever dans tout le pays. Lorsque l'extrême droite parvient aux exécutifs, en l'occurrence les exécutifs locaux, lorsque l'extrême droite parvient au pouvoir, souvent elle s'y accroche. Nous lui demandons solennellement de prendre acte de cette nouvelle donne politique, d'en revenir au peuple français et d'organiser de nouvelles élections législatives. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Écoutez, on a un taré à la tête de l'État, là. C'est un pyromane de la République. 1. Il vole une élection européenne. Il n'avait pas à le faire. 2. Il convoque une élection sous 3 semaines. Donc nous ne parlerons pas du fond. Nous ne ferons que de la communication politique et que du marketing politique. Ça, la vérité du bilan d'Emmanuel Macron, c'est qu'il ouvre la porte au pouvoir à Marine Le Pen et à l'extrême droite. Il n'a pas juste arrêté de diaboliser, il a légitimé d'une certaine façon. Je le dis avec gravité, avec responsabilité, il nous faut une gauche unie. Hier, alors question simple, est-ce qu'au lendemain du 9 juin, une union de la gauche est encore possible, même avec la France insoumise ? Sans Jean-Luc Mélenchon. D'accord. Les amis, je suis obligé de vous interrompre. Il y aura dans chaque circonscription, les 577 circonscriptions de France, un candidat unique. Nous voulons prendre devant vous ce serment d'être unis jusqu'à la victoire. Et on sait, par l'histoire, que quand un paradigme hégémonique est en crise, il peut s'effondrer. Bonjour Stefano Palombarini et bonjour Félicien Faury. Félicien Faury, vous êtes sociologue et politiste, chercheur post-doctoral au CESDIP, le Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. Et vous êtes l'auteur d'un livre remarquable et remarqué, Des électeurs ordinaires, enquête sur la normalisation de l'extrême droite, où vous proposez de saisir les logiques structurelles qui sous-tendent le vote de RN en partant des électeurs. Et le ressort qui apparaît déterminant, c'est celui du racisme. Et on va beaucoup en parler au cours de cette émission. Et rebonjour Stefano Palombarini, vous êtes économiste, co-auteur avec Bruno Amable, notamment de 2 textes importants et indispensables, j'ai envie de dire, pour topographier, appréhender la crise politique que nous traversons et dont visiblement nous sommes loin d'être sortis. C'est l'illusion du bloc bourgeois et où va le bloc bourgeois. Vous y mettez en perspective, donc on va revenir là-dessus, la constitution d'un espace politique compartimenté en 3 blocs minoritaires, dont un bloc bourgeois qu'on pourrait dire aujourd'hui préempté par Emmanuel Macron, est né sur les ruines des 2 blocs traditionnels de droite et de gauche dans un contexte de néolibéralisme généralisé. C'était important que je présente un petit peu vos travaux, parce que vos travaux vont être très importants pour la suite de notre discussion. En tout cas, vos grilles de lecture croisées vont être précieuses aujourd'hui pour comprendre, décrypter la situation politique et sociale dans laquelle nous nous trouvons. Au lendemain de cette annonce, j'ai envie de dire quand même coup de tonnerre, même si on pourra en parler, il y avait des signes, des prédictions aussi, des analyses, des hypothèses. Donc cette annonce, coup de tonnerre de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron et la convocation donc des élections législatives le 30 juin et le 7 juillet, à la suite du score historique du Rassemblement national aux élections européennes, et de la défaite cinglante de la liste du camp présidentiel emmenée par Valérie Hayé, qui récolte moins de 15% des voix. Je voulais tout simplement savoir comment, personnellement, vous aviez reçu cette annonce au regard de ce que ça implique, évidemment, et de l'actualisation, on va dire, de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, tout simplement. Félicien Faury, pour commencer. Autant les résultats des élections européennes n'étaient pas trop surprenant. On avait une idée des rapports de force et ça a été confirmé. Autant effectivement cette annonce, je pense que je suis pas le seul à le dire, ça en a surpris plus d'un. Et c'est assez flagrant à quel point, en fait, Emmanuel Macron a répondu positivement à Marine Le Pen et à Jordan Bardella, à leur demande de dissoudre l'Assemblée nationale. Et il y a une image qui m'a frappé, c'est les cris de joie
au sein des meetings du Rassemblement national après l'annonce d'Emmanuel Macron. Donc il faut voir la stratégie qu'il y a derrière, mais il valide en tout cas cette demande de dissoudre l'Assemblée nationale avec potentiellement du coup des rapports de force qui vont être à l'avantage du Rassemblement national pour les élections législatives qui viennent. Je rappelle d'ailleurs un des points communs des ouvrages, de vos ouvrages que j'ai pu parcourir, c'est vraiment que cette hypothèse de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, vous l'évoquez dans vos différents travaux, vous l'évoquez, vous, dans votre livre, vous, dans les textes aussi, vous dites, voilà, maintenant, il va falloir s'habituer, c'est une réelle potentialité. Donc, je reviens à ma question initiale, comment vous avez réagi un peu personnellement ? Alors, j'étais surpris, comme tout le monde, mais pas tellement par l'annonce de la dissolution, parce que ça répond à une logique évidente. Tous les mouvements qui soutiennent Macron s'étaient réunis dans une seule liste. Il y avait les Modem, Horizon, je ne sais pas, c'était 4 ou 5. Ils font 14%, ce qui correspond à 7% des inscrits. 7% des inscrits, c'est la base d'un pouvoir qui a tous les leviers dans ses mains et qui avait 3 années de gouvernement devant. Et la logique politique, c'est qu'on ne gouverne pas un pays avec 7% des inscrits. Bon. Ce qui est plus surprenant pour moi, sur lequel la dimension sur laquelle je me suis interrogé, c'est la vitesse. C'est-à-dire que Macron aurait pu dire, OK, j'ai perdu, je ne peux pas gouverner avec une base aussi restreinte, il y aura des élections en octobre. Bon. Et non, là, elle a été à toute vitesse. C'est le calendrier, oui, précisément, la rapidité. C'est ça qui est surprenant. Et la seule raison que je vois pour fixer un calendrier aussi rapide, c'est de mettre en difficulté la gauche. Parce que qu'est-ce qui aurait pu changer en laissant 3-4 mois d'horizon? C'est que la gauche qui sort d'une campagne pour les européennes conflictuelle, disons comme ça, qui est le temps de s'organiser. Et la seule raison que je vois, je cherche d'autres, mais je n'en trouve pas, c'est d'aller vite pour mettre en difficulté la gauche, ce qui revient à dire la même chose. C'est que l'hypothèse de l'extrême droite qui gouverne dans les années qui viennent, ça ne l'effraie pas plus que ça, visiblement. Profiter de cette faiblesse, effectivement, de cette conflictualité qui animait les différentes formations politiques de gauche, effectivement, pour l'anéantir d'une certaine manière. On va y revenir. Je peux juste ajouter, cette conflictualité, il a essayé de l'alimenter aujourd'hui, ce matin, en faisant des avances, disons, à la gauche non insoumise, en disant rompez avec la France insoumise. Et dans ces cas, si les sortants se représentent sans accord avec la France insoumise, ils n'auront pas des candidats macronistes en face. C'est qu'il y a une façon d'alimenter de dire la désorganisation de la gauche. Ils ne présenteront pas de candidats face aux candidats de l'arc républicain. Donc c'est encore une fois ce qui veut dire des candidats qui n'auraient pas d'accord avec LFI. Voilà, c'est encore une fois la stratégie de la diabolisation de cette gauche-là sur laquelle on va revenir. Mais pour revenir à cette période qui s'ouvre à nous, qu'on pourrait traduire par une stratégie du moi ou le chaos, en fait, c'est un peu cette séquence aussi qu'il essaye d'installer, c'est-à-dire de dire pour les 3 semaines à venir, susciter de nouveau la grande peur face à la montée de l'extrême droite qui l'alimente sans arrêt. Et on peut rappeler quand même ici que d'élection en élection, Emmanuel Macron s'est fait élire comme rempart, il s'est construit comme rempart à l'extrême droite. Il n'en a été que le tremplin. Et ça, on le sait aujourd'hui, puisque l'enracinement électoral de l'extrême droite, et ça, et j'aimerais vraiment qu'on aborde ce point aussi avec vous, l'enracinement électoral de l'extrême droite n'a jamais été aussi fort, et on le voit bien, et médiatique aussi. Et c'est une dimension très importante, parce que vous la relevez aussi dans votre livre, cette dimension de la racialisation de la société, en fait, généralisée, qui, d'une certaine manière, permet, puisque le motif racial revient dans le vote des électeurs que vous rencontrez, j'aimerais bien que vous nous disiez un mot, est permis, en fait, ce motif-là est normalisé aussi par la société dans son ensemble. Ce sont des affects qui traversent
pas seulement les électeurs du RN, même si ils s'expriment politiquement par le vote dans l'urne, ce sont des affects qui traversent l'ensemble de la société et donc qui, pour une grande part, de la responsabilité des politiques et des médias, et donc qui se retrouvent un peu normalisés. Et voilà, j'aimerais bien que vous... Effectivement, en fait, il y a toujours 2 points. C'est que, effectivement, il faut pas se raconter d'histoire et reconnaître que les affects racistes jouent un rôle prépondérant, en fait, dans le vote RN. Et avec, effectivement, notamment, c'est un racisme qui est politisé et qui se transforme en vote, ce qui n'est pas le cas d'autres électeurs. Mais, effectivement, le racisme que moi je retrouve, c'est quelque chose qui n'est pas propre à cet électorat d'extrême droite, mais qu'on retrouve, en fait, dans tous les segments électoraux et qui peut être alimenté, justement, par des personnes qui ont davantage de pouvoir, et notamment de pouvoir médiatique, d'autorité symbolique, etc. Et une fois qu'on a dit ça, il faut toujours ajouter une autre chose, c'est que ce racisme, il s'articule à des expériences de classe. Et actuellement, le recrutement du Rassemblement national reste encore un recrutement majoritairement populaire, ou en tout cas populaire et de petite classe moyenne. Et là, ce sont des segments électoraux qui se sentent de plus en plus fragiles socialement. Et ça, cette incertitude sociale, elle va se greffer sur du racisme ordinaire, profondément, souvent ancré, en tout cas qui circule et qui peut être légitimé au quotidien. Et là, effectivement, en fait, bon, c'est peut-être pas à moi de le dire, mais on voit que les politiques d'Emmanuel Macron, d'un côté, ont contribué à ce que j'appelle une mise en concurrence des ressources communes. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, les services publics, la mise en concurrence, ça attise ce sentiment d'incertitude. Et en même temps, et la loi Asile-Immigration, ça a été un très bon exemple, il y a certains thèmes qui sont au cœur de la matrice idéologique du Rassemblement national qui sont légitimés. Et donc, ils contribuent sur les 2 bords, justement, à cette articulation qui compte beaucoup pour les électeurs du RN. Et donc, effectivement, il y a une responsabilité à ce niveau-là. Et pour revenir sur votre question de départ, c'est effectivement là, ce qu'il essaie de rejouer pour des législatives, ce sont les présidentielles de 2022. Avec déjà un vote barrage qui était davantage affaibli en 2022. Et il essaie de refaire le coup, et avec un risque que cela marche moins, voire que cela ne marche pas cette fois-ci. Oui, Stefano Palambarelli, sur cette idée de duel installé depuis au minimum 7 ans, en tout cas avec Emmanuel Macron, de légitimer le Rassemblement national comme le seul parti d'opposition légitime, en fait, qui nous revient effectivement à disqualifier la gauche, comme on l'a dit, mais voilà, cette... Donc, disons, si on met les choses un peu en perspective, les 3 blocs qui ont caractérisé l'élection de 2022, qui étaient 3 blocs concurrents, disons les blocs d'extrême droite, les blocs macronistes que nous appelons blocs bourgeois, et les blocs de la gauche, qui étaient représentés à l'élection présidentielle principalement par Mélenchon sur un programme de rupture et qui s'est après agrégé dans la NUPES autour d'un programme de rupture. Évidemment, ce sont 3 blocs concurrents entre eux. Mais du point de vue du référentiel idéologique, du paradigme des références, de la vision du monde des références, ce qu'il faut voir, c'est que les blocs bourgeois et les blocs d'extrême droite sont à l'intérieur du paradigme libéral, tous les 2. Les blocs d'extrême droite, il y a eu des moments d'écartement, par exemple, quand ils avaient des positions, mais c'était très rapide, sur la sortie des héros ou des choses comme ça. Mais toute la dernière période de Marine Le Pen, comme toute la première période de celle de Jean-Marie Le Pen, est empreinte dans le paradigme libéral, pour plein d'aspects. Et donc, sur un plan idéologique au sens large, au sens des visions du monde. Après, ils peuvent avoir des désaccords, je pense qu'ils ont des désaccords profonds, mais sur la vision du monde, sur la vision du rôle de l'État, sur la vision de ce qui est réaliste, ce qui est irréaliste, sur la vision des sources de la richesse pour une société, du rôle central de l'entreprise, sur l'idée qu'ils se font du revenu, à la fois du revenu du capital et du revenu du travail, comme récompense d'un mérite, récompense d'une prise de risque, etc., etc. Ils sont en plein dans le monde libéral. Ce qui fait que, objectivement, les 2 perçoivent une gauche qui s'agrège
autour d'un programme de rupture avec le néolibéralisme comme un ennemi commun. Et on l'a vu dans plein d'épisodes. C'est des années qui se déroulent comme ça, mais même, ça devient de plus en plus évident, disons, quand vous regardez comment se passent les choses à l'Assemblée nationale, l'intrus, c'est qui ne devrait pas être là. C'est la France insoumise, c'est pas du tout l'extrême droite. Et ça se répercute du point de vue des électeurs, parce que ça, vous le notez aussi. Ouais, en fait, il y a 2 points. C'est que, effectivement, moi, en plus, j'ai travaillé vraiment sur un électorat du Sud-Est, donc qui est plutôt un électorat de droite, historiquement, qui s'est radicalisé peu à peu vers l'extrême droite. Et en effet, chez ces petites classes moyennes, on retrouve, et aussi des classes populaires non ouvrières employées, on retrouve effectivement des affinités avec certaines visions du monde. Je ne sais pas néolibérales, mais en tout cas anti-assistanat, par exemple, avec un mépris parfois pour des personnes pauvres qui bénéficient des aides sociales, etc. Même s'il faut quand même ajouter que dans le rôle de l'État, y compris chez ces petites classes moyennes du privé, on va dire, il y a quand même l'idée que les services publics, la question de l'école qui revient beaucoup, c'est quand même très important. Et là, ça peut aller en contradiction tout de même avec certaines politiques qui sont mises en place, et aussi d'un point de vue strictement de perception de l'offre politique. Ça, ce que je remarque, c'est qu'il y a peut-être des affinités objectives entre les 2 blocs, comme vous les appelez, mais par contre, en termes de perception, ce sont des personnes qui détestent littéralement Emmanuel Macron, ce sont des personnes qui sont très défiantes vis-à-vis de la gauche, mais aussi de plus en plus vis-à-vis de la droite. Et Emmanuel Macron, moi j'étais très frappé, y compris en 2022, sont des personnes qui n'arrivent toujours pas à le situer, de droite ou de gauche. Ils me disent toujours, lui, on ne sait pas où il est, etc. Mais justement, du coup, il va concentrer un peu tout ce qu'on va détester chez la droite et tout ce qu'on va détester chez la gauche. Il est et de droite et de gauche, du coup. Exactement. Et c'est à la fois d'un point de vue sociologique, c'est à la fois le banquier, en gros, la personne qui est issue des mondes de l'argent, mais aussi le beau parleur, la personne qui va être considérée comme intelligent, par exemple, c'est un terme qui est beaucoup revenu. La question du diplôme, elle est tellement importante. Et c'est avec une forme de violence symbolique aussi qui peut être renvoyée de la part de ce qu'il incarne. Et donc vraiment, il concentre, c'est une synthèse sociale et politique assez inédite qui concentre les différentes tares qu'on attribue à la droite comme à la gauche. Et derrière, aux élites économiques, aux élites culturelles. Et donc, et ça va jouer considérablement également pour les élections législatives qui viennent. Les élections législatives. Si je peux préciser, oui, parce que je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Le paradigme néolibéral, c'est pas un point sur lequel on convergerait, c'est un univers. Et à l'intérieur de cet univers, on peut occuper des positions très éloignées et se considérer comme des adversaires, mais même de détester quelqu'un qui est dans le même univers et qu'on considère sur une position très éloignée. Mais c'est un champ. Voilà, être à l'intérieur du paradigme néolibéral, ça ne veut pas dire appuyer les politiques néolibérales. Ou n'importe quelle politique. Je fais alors, l'Italie sur laquelle je travaille un peu. Il n'y a pas l'équivalent du bloc de la gauche de rupture qu'on a en France. La gauche de rupture, pour les gens qui nous regardent, c'est... La gauche de rupture, c'est une gauche qui porte... C'est pas la gauche d'accompagnement, comme vous la qualifiez. Oui, mais je vais dire, pourquoi des ruptures ? Parce que c'est une gauche qui axe son programme sur une rupture avec les piliers du néolibéralisme. Bon. Donc, par exemple, avec l'idée d'un rôle de planification pour l'État. Alors qu'il y a un rôle pour l'État dans le néolibéralisme, à la limite des protections, d'organisation des marchés, etc. La planification, par exemple, c'est déjà quelque chose qui sort de l'univers néolibéral. Alors, je disais, en Italie, il n'y a pas l'équivalent d'un bloc politique qui serait à l'extérieur de l'univers néolibéral, et on voit se différencier des positions qui peuvent être très éloignées entre elles, à l'intérieur de cet univers, comme si je prends les États-Unis, qui sont les pays qui est les plus proches du modèle néolibéral abouti, quand vous prenez l'élection Hillary Clinton versus Trump. Ils sont très éloignés. Et les électeurs se détestent entre eux. Ils sont limite... pour une partie des électeurs de Trump, c'est limite guerre civile. Mais ils sont dans le même univers. Alors qu'une partie de la gauche américaine serait en rupture. Mais globalement,
enfin Hillary Clinton surtout, et globalement le Parti démocrate, et à l'intérieur. Et donc, il faut pas, quand j'ai dit c'est des alliés, des blocs, c'est des alliés sur ces plans-là, sur le plan de l'hégémonie, sur le plan des paradigmes idéologiques. Même alors, à l'intérieur de cet univers, c'est des adversaires. Alors, si c'est des alliés, les projections sur ce qui va pouvoir les distinguer, on y viendra aussi, me semble très intéressante. Mais avant cela, je voulais juste faire un petit... m'arrêter sur cette idée que vous défendez, du coup, sur l'idée que le vote pour le Rassemblement national, pour une grande partie de ses électeurs, repose sur un malentendu. Vous dites sur un malentendu parce que on pourrait presque penser qu'ils votent contre leurs intérêts. Et c'est là où je trouve que l'articulation raciale économique devient intéressante parce qu'on pourrait peut-être qu'on comprend mieux de ce point de vue-là l'idée de préférence nationale, par exemple, qui est une manière de répondre aux logiques économiques par le biais identitaire et racial. Je ne sais pas si vous entendez un peu ce que... Moi, je ne dirais pas que ça repose sur un malentendu. Les votes... dans les votes... pour le Rassemblement national, il y a des composantes différentes. Il y a une composante ancienne, celle de la première poussée de l'extrême droite, qui est une composante indépendante, petite bourgeoise, thatchérienne. Bon, après, il y a une deuxième vague dans laquelle c'est des classes, ce qu'on appelle des classes moyennes inférieures, c'est-à-dire des classes populaires, mais pas celles qui sont tout en bas de la hiérarchie, qui rentrent massivement. Et aujourd'hui, il y a une troisième vague dans laquelle il y a une partie de la bourgeoisie qui va vers l'extrême droite, mais ça, c'est la phase... dans l'actualité. Mais pour ce qui concerne les catégories populaires, je ne dirais pas que c'est un malentendu. Je pense que c'est le produit, justement, de ce que je venais d'indiquer, du fait que ces classes sont dans l'univers néolibéral, et dans l'univers néolibéral, des classes populaires n'ont pas de perspective de progrès social. C'est une sorte de résignation. Ce qui reste aux classes populaires, une fois qu'ils ont adhéré à ces paradigmes, c'est les risques de la dégradation sociale. C'est de tomber encore un peu plus bas. Et donc, effectivement, ils n'appuient pas des propositions politiques qui correspondraient à un progrès parce qu'ils ne croient pas qu'un progrès soit possible. Par exemple, hausse du SMIC. Le Rassemblement national est contre. C'est-à-dire des gens qui sont en bas de l'échelle des salaires, ils ne devraient pas voter un parti qui est contre la hausse du SMIC. Simplement, je pense qu'il y a quelque chose comme un mécanisme, c'est oui, on aimerait bien que le SMIC augmente, mais si le SMIC augmente, ça peut pénaliser la compétitivité de nos entreprises. La compétitivité des entreprises, qui est fondée sur le taux de profit, c'est le moteur du progrès, de l'enrichissement possible, de la création de la richesse. Ça c'est tout le truc du paradigme libéral. L'entreprise comme acteur unique, comme moteur du progrès, etc. Donc, si on augmente les SMIC, on pénalise la compétitivité de nos entreprises. Donc, à terme, ça va se retourner contre nous. C'est pas ça qu'il faut demander aux politiques publiques, parce que c'est un truc hors réalité, quasiment. Vous voyez ? Donc, c'est pas un malentendu. C'est que Effectivement, là-dessus, sur la question du malentendu. Premièrement, ce qu'il faut rappeler, c'est que sur ce qui fait la colonne vertébrale du Rassemblement national et ce qui l'identifie au sein du champ politique, ce qui est très bien identifié par la majorité de l'opinion publique s'agissant du Rassemblement national. Donc, c'est les fameux 3 I, donc immigration, insécurité, islam. Ça, c'est quelque chose qui est très bien identifié par les électeurs du RN et ils savent ce qu'ils font lorsqu'ils votent pour ce parti. Donc là-dessus, il n'y a pas de malentendu et au contraire, c'est très bien... C'est assumé, de plus en plus, vous le dites. Exactement, et surtout, ça répond à certains désirs sociopolitiques qui existent dans cet électorat. Donc c'est très bien entendu, au contraire. Et par contre, sur les questions sociales, effectivement, je suis assez d'accord que, en fait, ce qui est en jeu, c'est une certaine vision de l'économie. Et ça, c'est très important à voir, c'est en termes d'imaginaire politique de qu'est-ce qui est possible ou non. Et typiquement, on va avoir un sentiment d'impossibilité vis-à-vis de certaines réformes économiques d'importance. Et il va y avoir des représentations de l'économie, ce que je nomme des économies morales dans ce livre, qui sont beaucoup l'idée que l'économie comme un jeu à somme nulle, en quelque sorte, et la question de la répartition des richesses et de la répartition entre salaire et capital, etc., en fait, émerge très peu dans les discours, dans les entretiens que j'ai pu mener. Et on a l'impression qu'en fait,
ça va pas être possible de toucher vraiment aux élites et aux mécanismes qui font qu'il y a des inégalités économiques. Et par contre, on a cette espèce de gâteau conçu comme un jeu à somme nulle de l'économie, et avec ce raisonnement ensuite qui va venir, qui est racialisé, qui est de si on donne moins aux classes populaires racisées, nous, on aura plus par mécanisme du fait de ce mécanisme. Et ça, c'est quelque chose qui est assez flagrant, que je retrouve dans beaucoup d'entretiens, et on voit effectivement comment une certaine vision de l'économie fait que va y avoir un certain fatalisme vis-à-vis de certaines inégalités, les inégalités de classe, et par contre, vis-à-vis des inégalités ethno-raciales, plus spécifiquement, là, il n'y a pas du tout un fatalisme, en fait. Il y a une politisation, il y a le sentiment que c'est évitable, l'immigration, que c'est une politique publique qui peut être mise en œuvre, et donc qui va être endossée par ses électeurs, et c'est aussi pour ça qu'ils votent pour le Rassemblement national, parce qu'il se dit, ça sera possible qu'il y ait moins d'immigrés, voire qu'il n'y en ait plus du tout, voire qu'il y ait des reconduites aux frontières, etc. Ce motif-là, oui, allez-y, pardon. Juste, oui, ouais. sur l'idée du jeu à somme nulle, je pense que c'est encore plus fort que ça. Alors, un jeu à somme positive, c'est relié à l'idée qu'il y a un progrès possible dans lequel tout le monde, ou globalement, serait gagnant. Hein. Un jeu à somme nulle, c'est que je perds, quelqu'un d'autre gagne. Et moi, je pense que c'est dans la vision du monde des beaucoup, pas tous, parce qu'encore une fois, c'est composite, hein, mais des classes populaires, des classes moyennes inférieures qui votent à l'extrême droite, c'est même un jeu à somme négative. C'est-à-dire qu'il y a cette idée très ancrée du déclin. Ça baisse. C'est pas simplement on a des ressources qui restent constantes et qu'il faut partager, on est dans le déclin. Et dans une forme de déclin inéluctable. Donc, c'est plutôt, globalement, on est destiné à perdre. Hein. Et donc, en termes de théorie des jeux, c'est plutôt un jeu à somme négative, ça. Globalement, on est destiné à perdre parce que ça décline. Donc, il y a tout un côté nostalgique qui est lié à ça, parce que si on a l'idée qu'on est sur le déclin, donc évidemment, il y a 40 ans, 50 ans, on idéalise, je ne sais pas, même la France coloniale. Enfin, je ne sais pas jusqu'où on peut idéaliser. Mais si on est dans cette logique-là, globalement, on va perdre. Quelle est l'attente raisonnable à ces moments-là qu'on peut avoir vis-à-vis des décideurs publics? C'est faites en sorte que ce ne soit pas moi qui perds. Faisons en sorte que ce soit quelqu'un d'autre qui perd. Même s'il y a aussi l'idée de on baisse, on est en déclin, parce qu'on donne trop. À certains groupes, avec vraiment l'idée le terme n'est pas évoqué, mais de préférence étrangère, c'est-à-dire qu'il y a la croyance assez répandue selon laquelle l'État, en fait, aurait une forme de préférence étrangère. Donc ça, c'est un slogan du RN que je retrouve pas comme tel dans les discours, mais on retrouve l'idée, et qui donne plus, et en fait trop, et systématiquement, et ça se retrouve dans des exemples très concrets, c'est-à-dire concrètement, tel logement social, mon fils l'a pas eu après son divorce, etc., et ça va être une personne identifiée comme arabe, par exemple, qui a eu ce logement social. Donc il y a toujours cette idée de, il y en a davantage pour eux et moins pour nous. Donc il y a aussi ce mécanisme. On demande d'être mis à l'abri des pertes. On ne demande pas du progrès. Par exemple, c'est pas un électorat qui demande plus de logements sociaux. Hein? Mais moins, avec les logements sociaux qui existent, moins pour les étrangers, plus pour les Français des souches. Et sur plein d'autres thèmes, sur l'emploi, sur les allocations, etc. Mais justement, là, je pense qu'il y a la question du racisme qui rentre en jeu. Parce que quand on considère d'une certaine façon inéluctable le fait qu'il y aura au minimum des coûts à payer, et que la demande, l'attente vis-à-vis des politiques publiques, c'est d'être mis à l'abri de ces coûts qu'il y aura à payer, évidemment, c'est quelqu'un qui veut fonder une stratégie politique sur ces types d'attentes-là doit segmenter les classes populaires. Pour pouvoir dire, si on est dans l'idée des classes populaires, globalement, elles seront perdantes. Donc, ce qu'on demande, nous, c'est d'être mis à l'abri. Il faut qu'il y ait une autre fraction des classes populaires paye pour tout le monde, d'une certaine façon. Et là, évidemment, l'extrême droite, pour segmenter les classes populaires sur des critères ethniques, religieux, d'origine, etc., c'est la spécialité. Elle est imbattable. C'est la spécialité de l'extrême droite. Et donc c'est pour ça que la question du racisme s'articule
c'est qu'il y a dans le bouquin de fiction, ça me paraît fondamental, s'articule avec le type de vision plus générale du fonctionnement de la société, du fonctionnement de l'économie, de ce qui est possible, de ce qui est réaliste, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire, de ce qui nuirait trop à la compétitivité, de ce qu'on peut faire tout en préservant la compétitivité des entreprises, etc. Ce qu'on appelle gauche d'accompagnement, c'est accompagnement par rapport à quoi? C'est l'accompagnement par rapport à la transition du capitalisme français vers le modèle néolibéral, qui, disons, dans la version gauche, on ne dit pas réforme néolibérale, on dit modernisation du capitalisme français. Et c'est un courant qui est présent dans la gauche française depuis maintenant 70 ans, okay, qui vient d'un courant de pensée qui avait pour étiquette les modernistes, qui pour partie s'est incarné dans Mendes France à une époque, après dans la deuxième gauche, après la figure centrale pendant longtemps était Jacques Delors. De cette gauche-là, c'est un vrai courant qui, à partir, disons, de la prise du pouvoir par le Parti socialiste, c'est le courant qui a dicté la ligne au Parti socialiste. Et qui avait cette idée que le capitalisme français souffrait d'une série de retards, qu'il fallait donc les moderniser. Ça, c'était la façon de le dire, mais c'est exactement, il faut moderniser, il faut réformer en direction néolibérale, mais dans une optique de gauche. Et donc, qu'est-ce que ça voulait dire dans une optique de gauche? Ça voulait dire quelque chose. C'est pas pour se moquer qu'on dit gauche d'accompagnement, parce qu'à cette époque-là, début des années 80, vous avez Thatcher au Royaume-Uni qui modernise à sa façon, brutalement. Vous avez Reagan aux États-Unis qui fait la transition vers le modèle néolibéral, mais très, très rapidement, très brutalement. Le Parti socialiste français a cette idée qu'effectivement, ce type de réformes sont nécessaires pour avoir une organisation capitaliste compétitive, efficace, etc., mais qu'on ne peut pas les faire comme le font les conservateurs anglais ou les partis républicains aux États-Unis, qu'il faut les faire tout en préservant des formes de solidarité sociale. Et donc, ça s'est traduit concrètement de deux façons. C'est un rythme beaucoup plus lent des réformes, que des réformes qui, au Royaume-Uni, ont pris 3-4 ans sous Thatcher, ont pris quasiment 35 ans en France, les mêmes types de réformes, avec un timing qui donnait la priorité. Les premières réformes qui ont été faites concrètement sont celles qui tapaient moins dur de façon directe sur les classes populaires. Donc, par exemple, libéralisation de la finance. Ça finit par faire mal aux classes populaires, mais indirectement. En plus des réformes, c'était des réformes menées dans une logique de compromis. Et l'exemple le plus clair de cela, c'est le gouvernement Jospin, qui, dans l'histoire, au moins de la Ve République, c'est le gouvernement qui a comme montant de privatisation, c'est le premier, c'est le gouvernement qui a privatisé le plus, mais c'est le gouvernement des 35 heures. Et donc, on privatise, mais on concède quelque chose en échange. Et donc, ça, c'était la logique de la gauche d'accompagnement. Vous voyez, la direction, c'est la transition vers le modèle libéral, mais essayons de les faire sans faire trop mal aux classes populaires. De modérer les souffrances. Faisons-les progressivement, dans une logique de compromis, etc. Alors, quel est le problème de cette gauche-là? C'est que, dans sa propre logique, cette stratégie, à un moment donné, épuise ses possibilités d'existence. C'est-à-dire que quand Hollande arrive, ce qu'il a réformé, c'est la relation salariale. C'est-à-dire qu'il faut faire la loi El Khomri. Ce qu'il a réformé, c'est la retraite. Et on n'est plus dans les années 80. On ne peut pas dire, OK, ça sera un dernier. Oui, mais donc, maintenant, ce que vous dites, c'est que cette sommes. gauche-là, incarnée aujourd'hui, est-ce que Raphaël Glucksmann incarne cette gauche, on va dire, un peu néolibérale et d'une certaine façon, oui. Et il y a la question de l'adhésion européenne, bien sûr, qui est aussi très clivante. D'une certaine façon, oui. Pas si ouvertement que l'a fait Hollande quand il était président. Dans le programme, aussi parce qu'il s'est présenté à une élection européenne. Mais pourquoi j'ai dit c'est dans la continuité de cette gauche-là? Parce que l'Union européenne, objectivement, ce n'est pas un point de vue, l'Union européenne est une construction néolibérale. Et Glucksmann, d'une certaine façon, le dit. Parce qu'il dit, oui, je suis à fond pour la construction européenne, mais pas tout à fait celle-là. Et donc, c'est une construction néolibérale qui a des implications sur la politique française, disons contraignantes, qui orientent la politique française en direction néolibérale, pour un tas
un tas de raisons, les traités, les critères à respecter, disons, toutes les décisions qui sont déléguées à la Commission européenne, etc. Ça oriente dans cette direction-là. Et Glucksmann se situe dans cette continuité-là. Alors, quand je dis l'espace, c'est épuisé, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus aucun espace. Mais ce n'est plus un espace qui permettrait d'accéder au pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire au regard des tractations, je crois que vous vouliez intervenir, Félicien, mais au regard des tractations actuelles pour essayer de reconstituer une union, dans tous les cas, l'union semble indispensable, de ces différentes gauches, peut-être. Oui, Félicien ou Stéphano, qu'est-ce que ça nous dit ? Si on fait un petit pas en arrière et on se remet aux élections européennes, ils ne sont pas si gagnés que ça, la position de Glucksmann, j'essaie de me rappeler de ces mots, c'est « je suis en train de trancher des lignes à gauche et je serai le garant du fait que ces lignes seront respectées ». Je cite des mémoires, mais c'était à peu près son discours, c'est-à-dire qu'il donnait à sa gauche, à lui, des orientations incompatibles avec les orientations de la gauche de rupture. Bon. Donc, si on prend au sérieux ça, on doit se dire, ben voilà, s'il a tranché les lignes et qu'il est garant du fait que les lignes seront respectées, les chances d'aboutir à une forme de compromis en vue des législatives sont zéro. Bon, maintenant, on n'est plus dans les européennes, on est dans les post-dissolution, disons comme ça, et je pense qu'il y a un sentiment assez général à gauche du fait qu'on ne peut pas se permettre de ne pas avoir un accord pour les législatives. La perspective d'un gouvernement de gauche, même en étant très optimiste et assez éloigné, les points de distance les plus importants entre les deux gauches qui sont manifestés lors des européennes. Et qui sont manifestés, mais dont on connaissait déjà l'existence avant. C'est vieux, c'est qu'il y a une gauche, celle de Glucksmann, très pro-Union européenne et qui veut avancer, approfondir la construction européenne. Et il y a une autre gauche qui porte un programme de rupture, encore une fois, programme de rupture qui implique nécessairement, si on le prend au sérieux, de ne pas respecter une série de traités européens. Et donc, vous voyez que si on regarde des choses avec un minimum d'objectivité, non respecter des traités européens, ça implique d'ouvrir des conflits à la fois avec la Commission européenne et avec d'autres pays, notamment l'Allemagne. Et si vous ouvrez des conflits avec la Commission, avec l'Allemagne, vous mettez des obstacles objectifs à tout travail commun en vue d'un approfondissement. Je suis en tête à gauche, donc voilà les conditions. Un soutien indéfectible à la construction européenne. Ensuite, un soutien indéfectible à la résistance ukrainienne. Un rejet, une abrogation de la réforme des retraites, de la réforme de l'assurance chômage et de la loi immigration. Un rejet de la brutalisation de la vie politique. Des insultes, des fake news, des calomnies. Et si ces conditions ne sont pas remplies, on ne fait pas ça. Non, mais de toute façon, d'un point de vue mathématique, et les européennes, elles l'ont très bien montré là aussi, c'est qu'en fait, si la gauche arrive divisée, elle n'a aucun poids face au RN, donc elle doit arriver unie. Sachant que, peut-être un point là-dessus, c'est qu'en fait, on est vraiment dans l'incertitude par rapport à ces élections législatives, parce qu'en fait, en tant que politiste, on a très peu de points de comparaison. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment en fait comparer avec les élections européennes qui viennent de se dérouler, parce que c'est pas le même mode de scrutin, ça sera pas le même contexte, et ça sera sans doute pas la même participation, parce que on peut s'attendre à une participation plus élevée que pour les élections européennes. Et on peut pas non plus comparer aux élections législatives de 2022, parce que là encore c'est pas le même contexte, et encore une fois potentiellement il y aura une participation bien supplémentaire pour ces élections législatives potentiellement que pour celle de 2022. En fait, souvent, ce qu'on remarque, c'est qu'avec les législatives qui viennent après les présidentielles, on a un effet de lassitude, on a des personnes qui vont moins voter, donc on a une participation plutôt faible, et on a aussi souvent un effet légitimiste qu'on appelle, c'est-à-dire que des personnes qui en gros donnent la majorité, les électeurs donnent la majorité à la présidence. C'est mécanique, l'inversion du calendrier. Exactement. Ce qui a moins bien marché en 2022 et qui là, l'effet légitimiste, vu que le contexte dans lequel on est, ne va sûrement pas fonctionner. Mais du coup, c'est très difficile en fait d'établir des scénarios sur ce qui va pouvoir se passer, mais peut-être il y a deux points en fait, c'est que si la gauche arrive désunie,
une possibilité. Donc, il faudrait quand même que le RN fasse plus que tripler ses députés par rapport aux 89 députés qu'il avait eu en 2022, ce qui était déjà une prouesse pour ce parti. Mais si c'est possible, parce qu'on ne s'attendait pas non plus à ça en 2022, en fait. Donc, c'est une possibilité qu'il arrive à obtenir une majorité. Et donc, avec une cohabitation. Et là, il y a une petite musique qui est que si le RN se met à gouverner, il va se décrédibiliser. En gros, il va mal gouverner et ensuite, il sera peu crédible pour 2027. On n'a pas d'exemple, oui. Ça, en fait, et on a plutôt des exemples inverses, qui est qu'il y a des pays en Europe où, en fait, quand l'extrême droite arrive au pouvoir, elle s'y maintient. Et même plus proche de nous, en fait, en France, on a, si on regarde les mairies... Des mairies, bien sûr. Voilà, les mairies en 2014, donc des mairies FN à l'époque conquises en 2014, la majorité de ces mairies ont été reconduites en 2020, souvent dès le premier tour et avec des scores très, très importants. Donc, en fait, lorsque l'extrême droite parvient aux exécutifs, en l'occurrence les exécutifs locaux, lorsque l'extrême droite parvient au pouvoir, souvent elle s'y accroche. Et donc, et là aussi, je pense, ça je le montre un peu aussi dans mon enquête, c'est que le vote RN, c'est un vote dégagiste, oui et non. C'est-à-dire, avec les exemples d'Elméry, on voit très bien qu'en fait, lorsque le système leur convient, ces électeurs n'ont pas un vote anti-système. En fait, ils accréditent ça. Et juste un autre point, c'est qu'un autre scénario quand même possible, et c'est un des paris d'Emmanuel Macron, c'est que la gauche arrive désunie. Emmanuel Macron, en fait, obtient la majorité absolue. Et en face, les élus RN ont plein de nouveaux députés et donc devient en fait la force principale avec une professionnalisation, une crédibilisation très importante. Et au sein de l'Assemblée, ça devient la force principale, là cette fois sans ambiguïté, d'opposition. Et si Emmanuel Macron obtient une majorité claire, il aura un surcroît de légitimité pour mettre en place justement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait une accélération des politiques néolibérales qui ont été mises en place jusqu'à maintenant, et cette fois à pas de charge, jusqu'en 2027. Et donc on aurait en fait ce qu'on a depuis 2017 en pire, en fait en plus exacerbé, on va dire, c'est-à-dire d'un côté des politiques qui attisent un mécontentement chez notamment les classes populaires, de plus en plus important, et en face, la seule force d'opposition qui pourra capter cette colère, de manière claire, le Rassemblement national. Donc on lui donne presque les clés pour 2027, c'est ce que vous laissez entendre. En tout cas, on se retrouve dans une situation qui déjà était de mauvais augure pour 2027, là, de façon exacerbée. Les dirigeants politiques jouent un rôle fondamental. Évidemment, Macron a joué un rôle fondamental dans c'est pire que la banalisation de l'extrême droite. C'est sur l'idée que l'extrême droite est une force crédible. Donc, c'est pas juste à banaliser, c'est pas juste à arrêter de la diaboliser, la légitimer d'une certaine façon. Donc, ça va au-delà de la banalisation. Et donc, les dirigeants politiques, et Macron, dans ce cas, jouent un rôle fondamental. Maintenant, ces rôles, ils peuvent le jouer aussi parce qu'il y a des mouvements sociaux beaucoup plus fondamentaux, disons, qui sont reliés aux stratégies politiques, qui vont dans ce sens. Et donc, c'est pour ça que je disais, quand on regarde vraiment les données sur les européennes, donc c'est tout frais, on voit que cette nouvelle montée de l'extrême droite, c'est la troisième vague des montées de l'extrême droite, en gros, il y a eu ce qu'on a évoqué avant. La première, c'était surtout dans le sud-est, des petits entrepreneurs, des commerçants, des artisans, des classes moyennes de ce type qui demandaient, en gros, qu'on arrête de leur faire payer trop d'impôts. Bon. Et donc, s'il fallait tout démanteler, les services publics et tout le reste, pour payer... Ils n'étaient pas contents de ça. Hein. Mais l'objectif numéro un, je parle des années 80. L'objectif numéro un, c'était payer moins d'impôts. Et le slogan préféré de Jean-Marie Le Pen, c'est « il faut que l'État arrête de mettre les mains dans les poches de ses citoyens ». Et après, il y a eu la deuxième montée qui était plus liée à des classes populaires. Et là, il y en a une troisième. Et ça en partie, ça correspond à la stratégie de Macron. Mais ce n'est pas le président qui décide du vote des millions d'électeurs. Et il y a une troisième vague qui vient de la bourgeoisie française, donc des classes moyennes et hautes. Si vous regardez simplement les enquêtes post-électorales, dans celles qui sont sorties aujourd'hui, c'est la première fois qu'on voit que c'est encore
chez les classes populaires, et notamment sur les catégories moyennes inférieures, que le Rassemblement national est plus fort, mais il est très fort aussi dans les classes moyennes hautes et dans les classes qui sont tout en haut. Et ça, c'est nouveau. C'est-à-dire que si vous regardez par catégorie des revenus, il est au-delà de 20% chez les plus riches. Il est beaucoup plus fort dans les catégories moyennes et dans les catégories inférieures. Mais il y a un déplacement de la bourgeoisie vers l'extrême droite qui vient du pôle macroniste, du bloc bourgeois et aussi pour partie des républicains, même si les républicains se sont déjà vidés beaucoup d'électorat. Donc c'est beaucoup qui viennent directement de l'électorat du bloc bourgeois. Pourquoi ces mouvements ? Parce qu'il y a une perception généralisée, et ça, c'est pas Macron qui l'a voulu. Macron aurait voulu le contraire. Il y a une perception généralisée du fait que le socle électoral de Macron ne tient pas la route, qu'il y a un effondrement de son bloc de référence. Donc évidemment, ça, c'est pas Macron qui est... C'est la perception qui se généralise, et que face à cet effondrement, les meilleurs garants d'une forme de continuité, c'est l'extrême droite. Voilà. Et donc, il ne faut pas tout mettre... Enfin, Macron a joué un rôle actif sur ça. Mais ce n'est pas qu'une question des dirigeants politiques. C'est pour ça que la question le titre « L'illusion du bloc bourgeois » est bien trouvé, parce que ça parle effectivement d'illusion. Ce bloc qui reste minoritaire n'est pas durable. Et on est, j'ai l'impression, en tout cas, de ce que je retiens de nos discussions, vraiment dans ce moment où Emmanuel Macron, un peu acculé, réalise effectivement qu'il est vraiment de plus en plus minoritaire. D'ailleurs, dans son allocution donc dimanche soir, il parle de clarification nécessaire. Il sent bien que là, c'est vraiment le moment de reclarifier. Et est-ce que ça veut dire, en tout cas, on s'oriente clairement vers plutôt un champ qui serait bipolarisé, en tout cas de ce que j'entends, c'est-à-dire avec une gauche vraiment affaiblie au sortir de ces élections législatives, et puis deux gros pôles qui seraient le pôle de l'extrême droite, renforcé en plus avec l'électorat reconquête, certainement, et un bloc bourgeois élargi. Juste sur l'électorat du RN, en fait, ce qu'on remarque, c'est que si on raisonne en termes de classe sociale, c'est un électorat qui, en gros, grossit, mais dont la structure reste quand même assez stable. C'est-à-dire qu'il y a un recrutement populaire. Et là, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il monte dans tous les segments sociaux, mais en fait, il monte encore plus aussi chez les ouvriers, chez les employés. Donc, en fait, il y a un peu cette image de la tache d'huile, c'est-à-dire c'est un électorat qui s'étend, mais tout en gardant sa base électorale, notamment populaire. Et par contre, faudra un peu regarder en fait dans le détail, c'est quelle fraction de la bourgeoisie vote pour quel parti, etc. Mais par exemple, il me semble qu'il y a une grande importance de partis comme Reconquête, donc d'Éric Zemmour et maintenant Marion Maréchal, avec justement cette acclimatation au vote d'extrême droite, deux segments qui jusqu'à présent votaient donc peut-être pour Emmanuel Macron, mais surtout pour la droite modérée. Les classes supérieures économiques, les catholiques pratiquants qui ne votent pas en fait pour le Rassemblement national, mais qui votent pour la droite, jusqu'à maintenant la droite de gouvernement, comme on disait, et qui ont été très nombreux en fait à voter pour Éric Zemmour en 2022. Et là, on a peut-être un peu ce même mécanisme. Et là, ce qu'on voit, c'est que Reconquête, ils font 5-5, je crois, mais ça n'a pas entamé les voix de Jordan Bardella. Enfin, il faudrait voir un peu dans les détails. Donc, ce qu'on voit, c'est que il y a cet électorat d'extrême droite s'étoffe, s'ajoute avec de nouveaux segments qui se radicalisent à l'extrême droite. Et qui est clairement bourgeois, pour le coup, s'agissant de Reconquête. S'agissant de Reconquête, c'est vraiment ce qu'on retrouve dans les enquêtes, c'est que c'est vraiment des segments que, en tout cas, le RN, pour certains points, n'arrivait pas à conquérir. Et par contre, ce qu'on a vu en 2022, c'est que ce sont des personnes qui, très potentiellement, se sont reportées pour Marine Le Pen au second tour. Donc, il y a vraiment, c'est un sas, en fait, de radicalisation pour amener des fractions plutôt dominantes de la société vers le Rassemblement national. Et ça, c'est un point qui est très important si jamais il y a une hypothèse de cohabitation. C'est que le RN, c'est de moins en moins le cas, mais c'est quand même pendant longtemps un parti qui a manqué de cadres, qui a manqué de main-d'œuvre jugée compétente, etc., de main-d'œuvre militante. Et là, en fait, si jamais ils accèdent au pouvoir, ce qui quand même, peut-être pas non plus l'hypothèse la plus probable, ça risque aussi de créer
un appel d'air, pour reprendre une expression que ce parti aime bien, mais plutôt des cadres bourgeois qui vont rejoindre ce parti pour aider au gouvernement, pour aider à l'encadrement, pour aider à mettre en œuvre en fait des politiques voulues par le RN. C'est Stéphano par rapport à ça. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, si là, on doit raisonner sur des hypothèses, mais dans 3 jours, on aura déjà les idées plus claires. Mais si la gauche trouve un accord raisonnable pour les législatives, je ne pense pas que ce sera marginal dans la prochaine Assemblée nationale. Logiquement, non. C'est-à-dire que si on regarde 2022, que ce soit la présidentielle ou législative, on avait 3 blocs à peu près du même poids. Disons 30-30-30. Ce qui s'est passé depuis, et qui s'est manifesté hier aux européennes, c'est que la gauche a gardé sa surface, donc elle est restée autour des 30%, même un peu plus. Les blocs bourgeois, les blocs macronistes, a perdu 10 points, et l'extrême droite a gagné 10 points. Donc là, on est plutôt dans un rapport 40 extrême droite, 30 gauche, 20 bloc bourgeois. Et donc, dans une configuration comme ça, si la gauche s'organise comme il faut en vue des législatives, à des tours, etc., disons, les blocs qui restent, qui risquent de se retrouver souvent exclus des seconds tours, bon, après, ça dépend des collèges, mais c'est une configuration nationale qui fait que les blocs qui risquent de ne pas être au second tour, maintenant, c'est surtout les blocs bourgeois. Donc, on pourrait avoir beaucoup de deuxième tours, extrême droite, gauche, à condition. Si la gauche pèse 30 et que le bloc macroniste pèse 20. Hein? Après, évidemment, chaque collège a son histoire, sa géographie politique. Mais globalement, la logique, c'est qu'on aura beaucoup de second tours extrême droite-gauche, à condition que la gauche se mette en ordre de bataille, comme elle est obligée à le faire. Et j'espère qu'ils n'ont pas envie tous de se disqualifier en ne le faisant pas. Et après quoi, pourquoi c'est une perspective pas très réconfortante? Parce que quand il y aura au deuxième tour un candidat d'extrême droite contre un candidat de gauche, ce qui vont faire la différence, c'est les électeurs macronistes. Et beaucoup de facteurs indiquent, bon, on ne sait jamais, mais beaucoup de facteurs indiquent que l'électorat macroniste, pour partie, s'abstiendra. Ne donneront pas de consigne de vote, s'abstiendront. Il n'y aura pas de consigne de vote, mais je parle d'électorat, pour partie s'abstiendra, pour partie votera extrême droite, et de façon très résiduelle votera pour la gauche. Pourquoi je dis de façon très résiduelle? Parce que entre la présidentielle et les européennes, on a eu 3 tests involontaires, mais ces 3 tests, il y a eu Hidalgo et Jadot à la présidentielle et Glucksmann aux européennes, qui ont construit leur campagne avec l'idée d'aller chercher des voix macronistes. Quand en 2017, Macron gagne, il gagne avec moitié de l'électorat qui vient du Parti socialiste. Et aussi une partie importante des élus qui vient du Parti socialiste. Mais la moitié de son électorat vient du Parti socialiste. Depuis 2017, aujourd'hui, Macron n'a fait que virer à droite, toujours plus à droite. Ça ne tourne pas en rond. Quand on vire toujours plus à droite, on peut continuer à aller toujours plus à droite. Et donc, il a viré à droite toute. Et il y a un raisonnement qui peut paraître intuitif, logique. Il est parti tellement à droite que son électorat, qui vient de la gauche, qui a une histoire de gauche, qui a voté Hollande, à un moment donné, ne va pas le suivre, à condition qu'il y ait en face une proposition politique convaincante. Et donc, proposition politique convaincante, ça veut dire rupture avec la gauche radicale, rupture avec la France insoumise, engagement pro-européen très fort, et une sorte de continuité rétablie avec l'action d'Hollande et du Parti socialiste. C'est ce qu'a fait Jadot, c'est ce qu'a fait Hidalgo, c'est ce qu'a fait Glucksmann. Et dans les 3 cas, c'est une évidence pour Glucksmann, c'est une évidence pour Hidalgo et Jadot à la présidentielle. Mais si on regarde les chiffres, c'est vrai aussi pour Glucksmann, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Non, ça ne marche pas. Et ce qui indique, l'indication que ça donne, c'est que même si l'électorat macroniste pour partie venait de la droite, mais même la partie qui venait de la gauche n'a plus quasiment aucun rapport avec la gauche. Il y a une forme de radicalisation vers la droite,
de cet électorat, disons, centriste, mais bourgeois. Il y a une radicalisation vers la droite qui laisse penser, c'est un des éléments, il y en a d'autres, qui laisse penser que s'il faudra choisir un deuxième tour entre un candidat de gauche et un candidat d'extrême droite, soit il ne choisira pas, soit il choisira l'extrême droite. C'est une hypothèse intéressante qui est que Emmanuel Macron a contribué à dégauchiser une partie de l'électorat de gauche traditionnel qui sont faits happer en quelque sorte par ce bloc bourgeois. Et c'est vrai que là, les législatives, ça va être un révélateur en cas justement effectivement de second tour entre la gauche et le RN. Même si, bon, encore une fois, il faut voir à quel point ça va être fréquent. On a très peu d'indices en fait pour déduire en fait de ce que ça va donner dans chaque circonscription. Donc c'est très difficile à dire en l'état actuel, il me semble en tout cas. Est-ce que alors je sais pas quelles sont évidemment c'est très difficile de se lancer dans des prédictions, même si on essaye avec vous en tout cas d'affiner les différentes hypothèses. J'ai pu lire Stefano Palombarini que vous en tout cas vous considérez que les conditions sont réunies quand même, toujours pour des mobilisations sociales d'ampleur. Est-ce que comment vont se passer, quoi qu'il arrive, les 3 prochaines années qui vont nous conduire à 2027 ? Elles sont à minima laborieuses, elles seront à minima furieuses. Voilà, quelles conditions, comment vous voyez ça ? Le mouvement social qui a été très criminalisé, on le sait, depuis 7 ans, par Emmanuel Macron, qui intègre la criminalisation de la gauche dans son ensemble. Quelle perspective vous voyez aussi pour cette organisation-là, qui est une organisation que vous ne minorez pas, qui sont des mouvements qu'il ne faut pas minorer et qu'il faut aussi peut-être prendre en compte dans l'équation à un moment ou un autre? C'est pas très compliqué d'imaginer que les mouvements d'importance très forte qu'il y a eu au cours des dernières années qui continuent à avoir lieu dans les années à venir. Les derniers en date, c'est sur la réforme des retraites. Bon. Mais ça date au moins de l'époque Hollande avec, je ne sais pas combien de manifs il y a eu contre la loi El Khomri. Et après, il y a eu d'autres types de manifs avec les Gilets jaunes. Et bon, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. D'une certaine façon, la gauche des ruptures s'est nourrie de ça. Moi, je suis parmi ceux qui considèrent que malgré certains défauts et malgré certaines erreurs, Mélenchon a joué un rôle énorme dans la dynamique de la gauche française. En même temps, si Mélenchon a pu jouer le rôle qu'il a joué, et duquel moi, personnellement, je suis reconnaissant, il a pu le faire parce qu'il y a une énergie, une énergie qui vient de ces mouvements sociaux et qui est fondamentale pour nourrir la gauche, sur laquelle, quand on fait la comparaison avec l'Italie, par exemple, c'est pas forcément que les dirigeants de la gauche radicale italienne sont moins lucides ou moins intelligents, etc. C'est qu'il ne peut pas reposer sur un mouvement de ce type. Il ne peut pas se nourrir d'un mouvement de ce type. En même temps, si on regarde du côté du pouvoir macroniste, du pouvoir de Hollande, d'abord macroniste après, et éventuellement, ça ne peut pas être pire avec l'extrême droite et ses points de vue, ça sera pareil, le pouvoir politique a été complètement sourd. Mais complètement sourd. Je veux dire, il n'y a aucune revendication de ces mouvements sociaux qui a été prise en compte sérieusement. La dernière sur l'âge de la retraite, etc., tout a été fait passer par 49.3 et on pouvait manifester autant qu'on pouvait, on aurait pu continuer encore. Ça ne changeait rien parce que c'est des mouvements sociaux qui font face à un pouvoir. Et quand je dis sourd, c'est encore, je suis gentil avec le pouvoir parce qu'il est sourd mais il matraque. Donc il les entend, les mouvements sociaux. Il les entend. Et donc, c'est pas vrai qu'il est complètement sourd. Il est sourd aux revendications, mais voilà, avec l'utilisation qu'on sait de la police. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a un impact sur la dynamique politique à gauche de ces mouvements sociaux? Ça a le mérite de laisser ouverte la possibilité d'une alternative, d'une vraie alternative,
par rapport à quelque chose qui serait l'alternance entre des versions différentes du néolibéralisme, mais désormais, c'est des versions, c'est pas comme dans l'idéal type du modèle néolibéral, il y a un pôle progressiste, entre guillemets, au moins sur le plan des libertés publiques, des droits individuels, un pôle cosmopolite, et un pôle identitaire, autoritaire, répressif. Bon, là, on n'est pas dans une situation comme ça. Les pôles macronistes, sur le plan des libertés publiques, des droits individuels, etc., c'est à son tour une version du néolibéralisme autoritaire et répressif. Bon, donc, ça serait, à ce stade, on serait à l'alternance entre des versions, non seulement du néolibéralisme, mais du néolibéralisme autoritaire et répressif. Bon. Et par rapport à ça, les mouvements sociaux ont le mérite de laisser ouverte au moins la possibilité d'une issue différente, d'une alternative, mais si on juge sur la capacité de ces mouvements d'orienter différemment les politiques publiques au cours des dernières années, voilà, non, ça n'a pas été le cas. La question de l'alternative, elle est importante parce que dans les dernières pages de votre livre, vous revenez à ça, parce que à aucun moment vous n'avez de point de vue moralisateur ou de jugement sur les personnes avec qui vous avez passé plus de 6 ans, je crois, puisque c'est une enquête vraiment, comment on appelle ça, un peu anthropologique presque. Une enquête de terrain, voilà. Vous accompagnez ces électeurs, vous les écoutez, vous les entendez, donc, mais vous alertez quand même à la fin en disant, la seule issue finalement, c'est de prendre au sérieux aussi ce vote, ne pas le considérer comme volatile, comme un vote de colère. Non, on sait aujourd'hui qu'il est enraciné et que les hégémonies, on l'aura compris aussi au cours de cette discussion, ne se font pas et ne se défont pas au cours d'une élection. Donc là, on est au terme d'un processus qui va nous conduire certainement, on en a beaucoup parlé à l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, et que la seule issue, c'est celle des alternatives construites qui reviennent évidemment à tout ce qu'on a pu évoquer sur la question de l'émancipation, des libertés, de la culture. Enfin voilà, vous avez des pages assez que vous consacrez aussi à ce sujet, et je pense que ça, pour finir, peut-être on peut finir sur cette note, parce que vous êtes tous les deux chercheurs et vous produisez évidemment des analyses objectives, mais voilà, l'heure est suffisamment grave pour aussi pouvoir amener ce type d'intervention, c'est-à-dire voilà. Même si je suis très peu compétent pour donner des leçons aux élus et aux militants de terrain, mais c'est vrai que premièrement, ce qu'il faut signaler tout de même, c'est que moi, effectivement, j'ai travaillé sur des territoires et sur des groupes sociaux où le vote RN, cette option électorale, est normalisée et vécue comme quelque chose de légitime. Mais en fait, dans tout un ensemble d'autres segments sociaux, le vote RN, ça continue d'être une option électorale illégitime et qui peut même fonctionner comme repoussoir, en fait. Et qui peut être mobilisateur aussi politiquement, de fait. Là, les élections européennes et la dissolution de l'Assemblée nationale, ça a provoqué, je l'ai dit, des cris de joie dans les meetings du RN, mais il y a aussi beaucoup de personnes pour qui c'est une perspective effrayante, inquiétante, et qui vont potentiellement se mobiliser politiquement contre ça. Donc il y a la normalisation. Mon sous-titre, c'est « Enquête sur la normalisation ». C'est pour bien signifier que c'est un processus qui est toujours en cours et qui n'est pas fini, en fait, parce qu'il y a toujours une partie... Exactement, il y a toujours une partie très importante de la population française qui ne s'y fait pas à cette installation du Rassemblement national dans la société et dans le champ politique. Et effectivement, ce que je vois, par contre, dans mon enquête, c'est que la politique, c'est pas que les élections. De toute façon, pour les élections, en tout cas présidentielles, il faut une candidature unique à gauche. J'allais dire, c'est vite réglé en quelque sorte de ce point de vue-là. Mais la politique, ça se joue aussi dans le quotidien, dans la construction d'un sens commun et dans... Moi, ce qui était frappant, c'est que sur mon terrain, il y a des consensus locaux qui se mettent en place sur ce qui ne va pas, sur ce qui est normal ou non, sur ce qui pose problème et ceux qui posent problème aussi. Et c'est des consensus qui ne sont pas contestés, c'est-à-dire qui circulent sans être sanctionnés socialement en quelque sorte. Et il me semble que là, il y a tout un travail d'implantation, en fait, aussi de travail du quotidien qui façonne le politique
par les associations, par les syndicats, par les partis politiques aussi peut-être. Et là, il y a vraiment quelque chose à jouer là-dessus. Et enfin, le RN, ça je le vois, mais au niveau individuel, au niveau concret, il profite de deux phénomènes. C'est premièrement les inégalités capitalistes, on peut le dire ainsi, exacerbées. Et deuxièmement, une forme de raidissement raciste contemporain. Une politisation de ces questions-là. Et je pense que du coup, il faut affronter le RN, pour ceux et celles qui veulent l'affronter, sur ces deux fronts, et je pense simultanément. Et là, on retrouve la question des mouvements sociaux. C'est-à-dire quand même, durant les mandats d'Emmanuel Macron, on a eu des mouvements sociaux très présents et très actifs sur cette question des inégalités capitalistes, et aussi sur la question antiraciste, avec un antiracisme qui n'est pas celui seulement des élites culturelles, etc., mais qui est un antiracisme populaire et qui a effectivement marqué la gauche et qui maintenant est une composante du peuple de gauche, etc. Et donc, je pense que le RN propose une articulation qui noue questions sociales et questions raciales. Il faut proposer une alternative qui noue aussi ces deux questions, me semble-t-il. Stéphane, vous voulez réagir là-dessus pour finir ? Ça ouvre en tout cas des perspectives un peu plus réjouissantes, malgré tout. Alors, je vais essayer d'être réjouissant possible. Non, c'est difficile, mais... Alors, si on regarde un peu l'histoire du paradigme libéral, première chose, c'est vrai que c'est le paradigme hégémonique depuis maintenant un demi-siècle, presque. Hein, dans l'ensemble des pays occidentaux, pas seulement en France. Et donc, on peut se dire, OK, une vision du monde qui s'est installée en 50 ans, qui a pris racine en profondeur, etc., c'est pas évident à défaire. En même temps, le paradigme hégémonique précédent, qui était le paradigme keynésien, qui était le paradigme dominant tout au long de la période qu'on appelle les 30 glorieuses en France, 45-73 à peu près. C'était aussi un paradigme qui était fondé sur des élaborations théoriques profondes, qui était devenu du sens commun, d'un certain point de vue, qui a été hégémonique pendant 3 décennies et qui s'est effondré en 3 ans. Donc c'est pas parce que ça ne veut pas dire que ce soit facile de se défaire du néolibéralisme, mais c'est pas irréversible. Ça prend pas forcément 30 ans de modifier des rapports de force de ce type. Deuxième point pour donner un peu d'espoir, la dynamique interne du paradigme néolibéral dit que même s'il reste hégémonique, même s'il oriente la vision du monde d'une grande partie des élites dirigeantes, non seulement politique, économique, médiatique, etc. Et il oriente aussi la vision des choses d'une partie majoritaire de la population française. Mais si on regarde sa dynamique interne, c'est un paradigme qui est en crise. Et comment on voit qu'il est en crise ? C'est par exemple, il n'est plus en mesure de promettre rien du tout. Si on se remet dans les années 90, qui étaient les années glorieuses du néolibéralisme, celle de la troisième voie de Tony Blair, par exemple, hein, il y avait des promesses de progrès social, d'amélioration des conditions de vie. Parce que moins de bureaucratie, moins de contraintes, plus de marché, plus de concurrence, ça veut dire que les mérites seront récompensés. Donc ceux qui sont tout en bas de l'échelle auront l'occasion de remonter. Oui, c'était une promesse de progrès. Bon, aujourd'hui, même les néolibéraux les plus intégristes, ils ne promettent rien du tout. Ils savent que s'ils se mettent à promettre du progrès social en libéralisant le secteur des services, personne ne les croit. Parce qu'on a fait, l'expérience de la libéralisation des services a été faite. Et donc, le néolibéralisme d'aujourd'hui, et d'une certaine façon, le pouvoir vers l'extrême droite, c'est la forme dégénérée, c'est le stade ultime. Ultime, non, c'est trop optimiste de dire, c'est peut-être pas le stade ultime. Mais c'est un stade critique du paradigme néolibéral. Quand un paradigme porte des politiques qui tiennent sur la répression et la matraque, c'est que le paradigme ne se porte pas très bien. Il ne tient plus sur l'adhésion enthousiaste à une perspective de progrès. Ce qui était le cas il y a 30 ou 40 ans. Hein. Et donc on peut se dire, voilà, c'est un paradigme en crise. Il est hégémonique, mais en crise. Et on sait, par l'histoire, que quand un paradigme hégémonique est en crise, il peut s'effondrer.
Il peut s'effondrer. C'est pas sûr qu'il s'effondre. Une crise peut durer aussi longtemps. À quelles conditions il s'effondre? Pourquoi le paradigme keynésien qui est rentré en crise, à un moment donné, il est devenu minoritaire? C'est pas qu'il a disparu des paysages, mais il est devenu très minoritaire parce qu'il y avait un autre paradigme sur lequel il y avait eu un long travail d'élaboration théorique, de rupture, qui était le paradigme néolibéral, qui n'est pas né dans les années 70, qui s'est formé progressivement et qui s'est proposé comme une alternative possible. Et donc, si on veut... Le paradigme néolibéral, d'un certain point de vue, il attend qu'on le pousse pour tomber. Qu'on le dégage pour reprendre. Mais pour le dégager, il faut élaborer autre chose. On ne le dégage pas pour passer au vide. En tout cas, l'espace existe. La possibilité existe. Et des élaborations théoriques à l'extérieur de cet univers néolibéral pour essayer de construire des perspectives différentes existent. Elles sont peut-être pas abouties, mais elles existent. Des mouvements sociaux qui peuvent servir des racines et d'énergie pour un paradigme alternatif. En France, au moins, ils existent et sont importants. Et donc, il n'y a pas de quoi être totalement pessimiste pour la suite. Malgré tout. Et juste un point pour terminer qui me semble très important, c'est qu'il faut faire attention à ne pas essentialiser les électorats. Et en fait, l'électorat du RN, par exemple, il n'y a rien qui dit, c'est pas un fait de nature, que les classes populaires et moyennes blanches seraient condamnées à continuer à voter pour le RN, en fait. C'est par exemple des groupes sociaux qui ont voté à gauche pendant très longtemps. Le mouvement des Gilets jaunes a montré qu'il y avait des politisations extérieures aux thématiques du Rassemblement national qui pouvaient avoir lieu dans ces groupes sociaux-là. Et donc, là aussi, il n'y a rien d'irréversible de ce point de vue-là. Eh bien, ça me convient plutôt de conclure cette émission avec le paradigme de la réversibilité. Rien n'est irréversible. Voilà, donc gardons ça en tête. En tout cas, je vous remercie vraiment pour votre participation à cette émission. Ça a été éclairant pour moi. J'espère que ce le sera pour les gens qui nous regardent. Et je renvoie évidemment à la lecture de vos livres. Félicien Faury, donc je vais le reciter, Des électeurs ordinaires, enquête sur la normalisation de l'extrême droite aux éditions du Seuil, et Stefano Palombarini avec Bruno Amable, l'illusion du bloc bourgeois. Évidemment, on a compris, je crois, ce que ça voulait dire, et où va le bloc bourgeois qui actualise un petit peu cette réflexion après les législatives de 2022, notamment. Voilà, merci à vous encore une fois, et à bientôt sur Blast.